Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal régional de la mi-journée dont voici les titres. 2 projets sont en concurrence pour la réindustrialisation de Petroplus. C'est ce qu'a annoncé hier le ministère de l'économie. Pour les syndicats, le gouvernement fait fausse route. Les organisations syndicales continuent de croire qu'un repreneur peut être trouvé. Nous parlerons aussi de l'élection hier soir de Jean-Jacques Brumand à la tête de la communauté d'agglomération de Dieppe. Le maire d'Hautot-sur-Mer a été élu à la surprise générale. C'est un coup dur pour Sébastien Jumel qui perd donc la présidence. Et puis à la fin de cette édition, vous ferez la connaissance de Kevin Campion. L'actuel champion de France élite de marche athlétique sur 10 000 mètres prépare les Jeux Olympiques de Rio. L'une de nos équipes l'a rencontré hier à l'entraînement. Voilà pour le programme. On ouvre donc ce journal par l'annonce faite hier par Arnaud Montebourg. Le ministre de l'économie affirme avoir reçu 2 offres pour réindustrialiser le site de Petroplus à Petit-Couronne. 2 projets qui visent à mettre en place une zone de stockage stratégique d'hydrocarbures. Mais pour les syndicats qui se sont réunis ce matin, l'avenir du site ne se joue pas là. Les détails avec Angèle Devecchi et Olivier Flavien. Pas question de laisser le site industriel Petroplus en friche. Voilà la position d'Arnaud Montebourg. Le ministre de l'économie a annoncé hier soir 2 offres de réindustrialisation de la raffinerie de Petit-Couronne. D'un côté, le groupe français Bolloré, 2e distributeur de fioul domestique, et de l'autre, Brownsfield, expert en dépollution et revente de sites industriels. 2 candidats peu sérieux pour Yvon Scornet. Il n'y a pas de réindustrialisation dans le projet qui est indiqué dans le communiqué de presse. Bolloré est un stockeur, c'est-à-dire qu'il importe des produits finis pour les distribuer. Brownsfield, c'est un ferrailleur. Ils sont là pour ferrailler. C'est pas un industriel. Et en plus, on parle de dépollution. Pour moi, Brownsfield n'est pas en mesure de dépolluer un site comme le nôtre. En réaction à cette annonce, tous les représentants CGT du secteur chimie de la région se sont réunis. Ils veulent rappeler au gouvernement que de vraies propositions de reprise existent. Les syndicats sont en contact avec l'Irak, la République démocratique du Congo et le Nigeria. Eux sont très intéressés et ont déjà débloqué, rien que cette société-là, 315 millions d'euros sur un compte pour commencer à parler de retraitement du site. Liquidée en 2012, faute de repreneurs, la raffinerie comptait 550 salariés. Ces 2 offres de réindustrialisation pourraient créer, selon l'État, entre 140 et 180 emplois. Politique, je vous le disais en titre, Jean-Jacques Brumand a été élu hier soir à la tête de la communauté d'agglomération de Dieppe. Pour ceux qui ne le connaissent pas, sachez que Jean-Jacques Brumand est le maire d'Hautot-sur-Mer. Ce candidat à surprise a donc détrôné Sébastien Jumel. Voyez le reportage de Cédric Lepoitvin et de Judy-Kaël Rousseau. Il a été élu à la majorité dès le premier tour du scrutin. Jean-Jacques Brumand, l'actuel maire d'Hautot-sur-Mer, a raflé 26 voix sur 48, contre 22 exprimées à l'intention de Sébastien Jumel. Une gifle pour le maire de Dieppe qui n'a pas su rassembler les conseillers d'agglomération hors du clan dieppois. Le communiste dénonce certains accords passés en coulisses et un vote sanction. On a assisté à une négation du suffrage universel, à une insulte du suffrage universel à travers tout ce que les habitants rejettent, les combinaisons, les arrangements entre amis, les mariages contre nature avec la droite et le PS, qui, non contents d'avoir tenté cette aventure au municipal, l'ont renouvelé à l'échelle de l'agglomération. Ce soir, le maire de Dieppe ne sort pas vaincu. J'ai gagné les élections, mais le territoire sort perdant. Un scénario que n'avait pas exclu l'équipe dieppoise. Jean-Jacques Brumand n'a fait part de sa candidature que peu de temps avant l'ouverture de l'Assemblée communautaire. Une stratégie bien gardée pour tacler le clan d'en face. Investi à la présidence, Jean-Jacques Brumand parle à la fois d'un travail main dans la main, tout en évoquant son rôle d'arbitrage dans les prochaines négociations. Et je l'air inquiet. Non, moi je ne fais pas de l'anticommunisme primaire. Moi je peux tout à fait leur parler et travailler avec eux. Il y a quand même beaucoup de délégués communautaires qui étaient un petit peu soucieux que la ville-centre ait un petit peu toutes les manettes et tous les pouvoirs. Bon. Ce mandat pour une nouvelle communauté d'agglomération débute sous de mauvais auspices. Il n'est pas certain que l'harmonie prônée par le nouveau président prenne tout son sens pendant les 6 prochaines années. Politique toujours, le feuilleton continue à Harfleur avec la liste Front National. On compte déjà 2 plaintes et 3 démissions au sein du conseil municipal. Résultat, les 28% d'électeurs qui ont voté en mars pour la liste bleu marine vont avoir bien du mal à être représentés. Voyez ce reportage d'Emmanuel Darcel et de Bénédicte Drouet.
Bien, chers collègues. 18h hier soir, le maire François Guégan ouvre la deuxième séance du conseil municipal d'Harfleur. Autour de la table, l'ensemble des élus de la majorité de gauche est présent, mais une fois de plus du côté du Front National, les chaises sont vides, seuls 2 élus sur 4 sont là, et pour cause. Monsieur le maire, m'étant vu attribuer le poste de conseillère municipale contre mon gré, je vous déclare par cette présente lettre que je souhaite démissionner de ce poste. La 4e de liste, Jeanne Biez, ne siégera donc jamais. Le maire a alors convoqué la 5e de liste, Yvonne Kolbock, mais là encore, sans succès. Je vous informe que je ne souhaite pas être élu au sein du conseil municipal et vous informe que je souhaite démissionner à compter du 15 avril 2014. Seule solution alors pour François Guégan, continuer de convoquer le suivant sur la liste du Front National. Une situation ubuesque dénoncée hier soir par les groupes socialistes et communistes. Nous constatons avec effarement les conditions dans lesquelles le Front National a constitué sa liste dans notre commune. Des interventions qui n'appelleront en séance aucun commentaire de la part de la tête de liste Front National. Les suivants vont bientôt arriver et il y aura les 4 qui seront complets d'ici peu de temps. Et la 6e a annoncé aussi sa démission, visiblement. Donc 4e, 6e, c'est la 3e démission. Qu'est-ce qui se passe avec la liste, monsieur Leroux? Je repose la question. Oui, tout simplement, ce qui se passe, c'est que les gens commencent à prendre conscience quand ils ont signé les engagements qu'ils faisaient. Donc il y en a beaucoup qui ne veulent plus, justement. Vous en avez d'autres, ils ont peur, trop de pression. Il y en a qui c'est incompatible avec leur travail, ils risquent des conséquences. Bref, avoir 4 élus FN à Harfleur, c'est loin d'être gagné. En bref, les douanes ont arrêté la semaine dernière 2 ressortissants britanniques sur l'autoroute A13. Dans leur voiture, les fonctionnaires ont retrouvé 500 000 € en liquide. Les 2 hommes sont soupçonnés d'appartenir à un réseau de trafiquants de drogue et de blanchir l'argent sale. Ils ont été mis en examen puis incarcérés à Rouen et à Évreux. Nous vous l'annoncions hier, le parquet de Paris a requis il y a quelques mois un non-lieu général dans la célèbre affaire de la vache folle. L'enquête judiciaire qui avait débuté en 1997 à la suite de plaintes n'a pas pu établir de responsabilité bien définie. Alors notre région, on s'en souvient, avait été touchée par cette crise et beaucoup d'éleveurs bovins sont aujourd'hui encore traumatisés. Raphaël D, Laurent Lagneau. 18 ans après les faits, la filière agricole est toujours meurtrie. L'affaire du scandale de la maladie de la vache folle, connue sous le nom de l'encéphalopathie spongiforme bovine, a éclaté en France en 1996. Dans la région, un négociant de Beuzeville, dans l'Eure, et sa famille ont été mis en examen et écroués pendant 45 jours pour avoir présenté des bêtes infectées à l'abattoir en 2000. En Seine-Maritime, 13 cheptels ont été touchés, dont celui d'un éleveur à Héricourt-en-Caux, où 237 bêtes ont été euthanasiées en 2001. Le libéralisme, quand il pousse les choses trop loin, il peut être très dangereux. Et si on a été infecté par du prion d'origine britannique, c'est parce que les Britanniques avaient une telle pression sur les prix, une telle liberté en termes de contrôle sur les farines de viande, qu'ils ont fait des farines de viande qui n'étaient pas du tout sûres et qui ont contaminé de nombreux cheptels. Devant la solitude et le désarroi des éleveurs touchés par cette crise alimentaire socio-économique, le groupement de défense contre les maladies des animaux les avait accompagnés moralement et financièrement. Les apprentis sorciers de l'autre côté de la Manche ont fait beaucoup de tort, bien entendu aux producteurs, mais à l'ensemble de la filière. Depuis, la filière a pu se rétablir par la mise en place d'outils de traçabilité irréprochables. Et c'est aujourd'hui la force de la filière viande française de s'appuyer sur un sanitaire qui est garanti. En tout cas, la crise de la vache folle restera comme un scandale alimentaire sans précédent du XXe siècle. Et on continue notre tour des marchés dans la région. C'est, vous le savez, le thème de notre feuilleton de la semaine. Aujourd'hui, Myriam Libert et Philippe Derouet nous emmènent à Saint-Étienne-du-Rouvray. C'est un marché important dans l'agglo de Rouen, un marché populaire et vivant où l'on trouve des produits de qualité à des prix abordables. Quand il arrive le mercredi matin sur le marché de Saint-Étienne-du-Rouvray, Belaïd Kaldi passe un bon moment à saluer les uns et les autres. Belaïd est placier, alors entretenir de bonnes relations avec les commerçants, ça fait partie de son travail. Je te remercie, t'es en France. Tout comme sermonner gentiment les contrevenants à la règle. Écoute-moi, le marché, c'est pas un centre de loisirs, on vient quand on veut. D'accord? Alors, non. Il faut dire que les places sont précieuses ici. 150 places de titulaires et une vingtaine de postulants en attente de quelques mètres linéaires. Tous les matins, c'est comme du marathon.
On fait des kilomètres. Dès qu'on arrive, on suit le placier. On fait des kilomètres. Mon seul plus cher, c'est de les placer tous. Pour qu'ils puissent au moins travailler, parce que c'est tous des gens qui ont besoin de travailler. Et malheureusement, je n'ai pas assez de place, et donc je suis obligé de procéder à un tirage au sort. 4, numéro 5, numéro 15. Premier tiré au sort, premier placé. Ce matin-là, il n'y aura que 3 ou 4 laissés pour compte. Il faut maintenant se hâter et commencer à travailler. Regarde, la galère. Le marché de Saint-Étienne est l'un des plus populaires de l'agglomération. Un marché pittoresque et vivant. C'est vraiment un marché cosmopolite. J'appellerais ça cosmopolite. Il y a beaucoup de nationalités, il y a de tout et donc il faut varier, il faut ramener un petit peu de tout, quoi. Là, des papayes d'avion, des mangues d'avion, du très bon melon du Sénégal, des grenades qui viennent du Pérou. J'essaie de varier un petit peu d'exotisme. Ça rappelle un peu le Maroc. Et en plus, c'est sympa, c'est pas cher non plus. Il y a ça aussi par rapport à la grande surface. Et puis, c'est vivant, surtout ça vivant en fait, surtout ce qui me plaît. Dans ce quartier du Château-Blanc, beaucoup de Stéphanois ont des revenus modestes. Ils trouvent ici des produits très abordables. C'est là que ça se passe chez Gilbert le Berbère. Pas cher. C'est 1,40 €, s'il vous plaît. 3 € plus 40 centimes la boîte. Voilà. Des prix raisonnables, très bas, avec une très bonne qualité. Pour permettre à tout le monde un petit peu d'avoir des fruits et légumes. Si on achète moins cher, on permet aux gens on fait plaisir aux clients, quoi. Les commerçants se sont adaptés aux difficultés sociales du quartier en proposant de bons produits à petit prix. Des commerçants que l'on retrouve parfois sur d'autres marchés dans des quartiers plus favorisés. Ils proposent alors de bons produits, mais à des prix qui leur sont plus favorables. Comme tous les mercredis, on passe à notre rubrique à tout jeune. Aujourd'hui, nous allons parler du projet Une œuvre, un établissement, piloté par le FRAC, le Fonds régional d'art contemporain de Haute-Normandie. L'idée est de sensibiliser les collégiens et les lycéens au monde de l'art. Et pour nous parler de ce projet, nous recevons Julie Debert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du service des publics au FRAC. Alors cette opération, elle est en place depuis quelques années déjà. Alors elle est en place depuis 2003 déjà. Elle s'est mise en place en partenariat donc avec l'Éducation nationale, via la DAC, la délégation académique à l'action culturelle, et effectivement touche les collèges et les lycées. Alors l'idée de départ, c'était quoi? C'était si on ne voit pas les lycéens et les collégiens venir à nous, c'est à nous d'aller vers eux, c'est ça? Exactement. On a constaté qu'effectivement, c'était pas évident pour les classes de venir voir les expositions au FRAC. Donc on a fait effectivement le chemin inverse en allant proposer donc des œuvres, prêter des œuvres installées dans les établissements scolaires. Alors les œuvres, c'est un terme vaste. Qu'est-ce que vous présentez, qu'est-ce que vous proposez à ces établissements? Alors on essaie justement de faire une sélection large par rapport au médium, c'est-à-dire que ça peut être effectivement une peinture, parfois des sculptures, du dessin, de la gravure, de la photographie, pour pouvoir donner effectivement une pluralité dans les choix offerts. Alors on voit d'ailleurs les images qui ont été tournées hier dans l'établissement Jean Angot à côté de Dieppe. C'est un prêt de combien de temps en fait pour les établissements? Alors, ce sont des prêts qui durent à peu près un mois et demi. En fait, c'est sur des périodes prises entre les vacances scolaires, puisque ça concerne 3 périodes dans l'année. Voilà. Et alors, je suppose qu'il y a tout un travail de préparation avec les enseignants. Hein. Alors, les enseignants viennent au FRAC en début d'année. Il y a un rendez-vous qui est donné pour qu'ils puissent venir voir les œuvres en situation donc d'exposition. Et faire effectivement un choix face aux œuvres, puisque c'est très important la relation directe avec l'œuvre. Ils font donc plusieurs choix et après on leur attribue une œuvre qui va arriver dans leur établissement quelques mois plus tard. Est-ce qu'ils se disputent un petit peu les mêmes œuvres ou pas? Est-ce qu'ils tombent d'accord sur certaines et pas d'autres? Comment ça se passe? Alors c'est vrai qu'il y a certaines œuvres qui sont très plébiscitées, mais sinon il y a quand même c'est assez large, donc en fonction aussi de l'enseignement pratiqué, c'est-à-dire qu'en collège et en lycée, ce ne sont pas les mêmes programmes, c'est pas le même public, donc forcément ça oriente aussi les choix des enseignants. Alors vous leur proposez des œuvres, et ça c'est important de le dire, que vous avez acquises dans les années 80. Pourquoi ce fonctionnement-là? Oui, parce qu'en fait, depuis donc l'arrivée de la nouvelle directrice au FRAC Haute-Normandie en 2011, cette opération est directement liée à notre première exposition de saison.
qui s'appelle l'inventaire et qui propose en fait de montrer les œuvres de la collection acquises depuis le début du FRAC. Donc on a commencé avec le tout premier numéro de l'inventaire en 83 et là en fait pour l'année scolaire prochaine ce sera effectivement les œuvres acquises en 89, 90, 91 pour donner en fait une visibilité à cette collection et avoir un peu un regard historique par rapport à la constitution de cette collection. Et l'art contemporain, est-ce que ça parle aux élèves ? Alors ça parle aux élèves de plus en plus grâce à cette opération notamment où il y a une vraie attente en fait chaque année les élèves se demandent effectivement quelle œuvre ils vont accueillir. Et ça permet d'apporter des thématiques aussi, hein, c'est ça ? Bien sûr, les thématiques sont très larges. La collection du FRAC Haute-Normandie est très large par ses sujets mais aussi par les médiums. Donc c'est vrai qu'il y a de quoi faire en termes pédagogiques pour les enseignants. Merci beaucoup Julie Desbarres d'avoir accepté notre invitation et d'être venue nous parler de ce partenariat avec les établissements scolaires. Merci encore. Merci. En sport, je vous donne quelques résultats de basket. Le SPO a réalisé une belle opération hier soir en battant après prolongation l'équipe d'Aix-Maurienne. Le score 92-86. Les Rouennais assurent ainsi quasiment leur maintien en Pro B. Et puis l'ALM Évreux jouait à Nantes hier soir. Les Normands ont mis fin à une série de 8 défaites à l'extérieur en battant leurs adversaires 90-68. Au classement, Évreux est 5e et Rouen 14e. Nous allons maintenant parler d'un champion discret. Si vous habitez Dieppe, vous le croiserez peut-être dans son habit de facteur. Mais Kevin Campion est surtout champion de France Élite 2013 de marche athlétique sur 10 000 mètres. Et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Portrait d'un humble ambitieux signé François Pesquet et Myriam Libert. Kevin Campion, alors est-ce qu'il a abandonné ou est-ce qu'il a été disqualifié pour 3 avertissements ? Moscou, août dernier, championnat du monde d'athlétisme, épreuve des 20 km de marche athlétique. Kevin Campion craque sous la pression et abandonne la course. Mais certainement pas sa carrière. C'est en Normandie que le marcheur a choisi de s'entraîner, de vivre et de travailler désormais. Période de Noël par exemple, quand on a des vélos à livrer, tous les cadeaux qui arrivent en pagaille, c'est un peu physique. Il faut pas se reposer, il faut avancer, sinon on perd trop de temps et c'est la galère. Kevin est facteur en convention d'insertion professionnelle, un contrat qui lui permet de poursuivre sa passion et chaque journée se déroule comme ça. Le matin, travailler, commencer à 7h par le tri des colis, ensuite effectuer ma tournée et je finis, il est 13h, 13h30 et puis je rentre, je fais la sieste et je vais m'entraîner. En marche, le jeune facteur un peu timide laisse la place à l'athlète. L'histoire a commencé du côté de Vénissieux. Kevin avait 13 ans. On a vu une dame passer sur la piste en train de faire cette démarche et on a voulu s'accrocher à elle. Peut-être pas pour se moquer ou un petit peu. Et puis l'entraîneur il est venu vers moi et finalement il a trouvé que je me débrouillais pas trop mal. Dès lors, Kevin a enchaîné les succès jusqu'à ce titre de champion de France l'année dernière. Et un record personnel battu tout récemment en match international, 20 km parcourus en 1 heure, 20 minutes et 39 secondes. On va au bout de ses limites et puis on cherche toujours encore à aller plus loin, même si on finit une course en vomissant ou à 4 pattes, on se relève et puis on retourne à l'entraînement pour rechercher encore ça, quoi. J'ai un manque de confiance en moi, souvent, en vue de mes capacités. Donc au niveau psychologique, ouais, j'ai un gros travail, je pense que j'ai de la marge. À bientôt 26 ans, Kevin Campion vise maintenant les championnats d'Europe d'athlétisme l'été prochain, mais surtout les Jeux Olympiques de Rio en 2016. À force de marche, Kevin a appris la patience. Il sait que la performance se construit pas à pas. Voilà, c'est la fin de cette édition. Dans un instant, la météo puis votre journal national. Je vous souhaite un très bon après-midi. À demain. Retrouvez